Et donc ça me permet d'embrayer vers Laurent Grumio qui justement travaille pour une société éditrice de jeux vidéo. Et donc ici, si c'était une forme d'art, c'est en tout cas une forme d'art collective. Et donc comment, dans une démarche qui peut être à la fois, donc vous réalisez des jeux qui sont à la fois à des visées, on va dire, euh, éducatives lorsque c'est des serious games, ou bien à des visées de divertissement lorsque des jeux vidéo plus généralement, quelles sont les démarches finalement artistiques collectives qu'on peut retrouver dans chacun des projets que vous pouvez porter dans votre société? On a déjà eu un très bon exemple ici. Je pense que le sound design, c'est une des parties qui est un peu toujours reléguée comme un peu parallèle, ce qui est souvent le cas parce que c'est un métier qui arrive généralement en fin de prod. Enfin, par exemple, il a eu la chance de travailler avec des vidéos du jeu presque fini. On va pas commencer à faire du son alors que le jeu est sur face papier, c'est pas possible. Donc nous, on est un studio de 30 personnes et on n'a pas de sound designer en interne, pour donner une idée. Mais avant d'aborder les métiers, moi je voudrais juste qu'on se pose une question, c'est est-ce que l'art c'est le produit final ou bien est-ce que c'est la démarche que les gens entreprennent pour réaliser le produit? Parce que si c'est le cas, quels que soient les métiers artistiques, ça reste des humains derrière. Et si ces humains ont un processus créatif et artistique dans leur processus, même si leur produit est un produit commercial ou divertissement, est-ce que comme le processus est un processus artistique, est-ce que ça fait pas de ça quand même un art? Ou en tout cas, le métier qui est exercé, est-ce que c'est un art? Mais ça, on peut en débattre. Mais donc, là, je vais approcher. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les structures de création d'un jeu, mais donc la première phase, c'est le game design. Le game design, c'est vraiment le scénariste du jeu vidéo. Donc, c'est la personne qui va réfléchir à l'histoire, qui va écrire la démarche, le gameplay. Donc, tiens, est-ce que c'est un jeu où on saute? Est-ce que c'est un jeu où on répond à des questions? Est-ce qu'on échange des choses? Donc, c'est vraiment la tête pensante de la mécanique de jeu. Donc, ça, c'est le fil conducteur du jeu vidéo. C'est un métier qui, forcément, est un métier artistique parce que, généralement, dans cette création de jeux vidéo, vous avez une grosse partie de réutilisation, ce qui est logique. Tout ce qu'on fait dans la vie est basé presque à 80% sur des choses qui existent. Les jeux le sont aussi. Je ne vais pas dire hélas parce que ces 20% qui restent sont souvent suffisamment créatifs que pour qu'on ait une expérience différente de celle qui existe. Maintenant, faire un clone, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur. Au-dessus, entre guillemets, du game designer, et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas un métier artistique, on a un chef de projet. Mais un chef de projet, c'est un peu comme si vous aviez, je sais pas moi, des fourmis dans une fourmilière et qu'il y avait personne qui les aidait à faire leur travail ou qui les guide. Donc même dans un milieu artistique, quand vous voulez arriver à un résultat collaboratif, il y a souvent une personne qui va faire ce travail. Alors elle fait peut-être pas de l'art, mais est-ce que le fait de faire communiquer des gens ensemble et de leur faire travailler sur un projet avec un but ultime, final, est-ce que c'est pas en soi une sorte d'art de communication ou de maîtrise de l'humain? On peut se poser aussi la question. Mais pour moi, les chefs de projet, c'est aussi des artistes au sein de notre équipe. Parce que c'est pas facile de gérer des gens qui ont des quotients intellectuels de 150 et qui font de la programmation, mais aussi dans la même équipe des artistes qui arrivent à 11 heures du matin et qui ont une fleur sur leur capot. C'est des mondes complètement différents. Et pour moi, si on passe un peu en sociologie, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. C'est comment on fait travailler des gens qui sont complètement différents au niveau de l'aspect créatif et de la vision de la vie. Après, on a les artistes. Nous, on les appelle les artistes, mais ce sont des infographistes principalement, 2D, 3D. Je me doute qu'il y en a certains dans la salle ici. Et là, de nouveau, c'est pas des programmeurs, c'est des gens qui doivent aussi pouvoir s'exprimer. Et c'est des gens qui vont aussi créer des choses. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est nous, généralement, dans les phases artistiques, on a une phase qu'on appelle la phase de referencing. Donc, c'est le game designer qui va donner des références existantes de choses qui nous font penser à l'univers du jeu qu'on veut développer. Et c'est basé sur ces références que l'artiste va lui-même apporter sa touche et venir recréer un univers qui est similaire à quelque chose qui existe, mais avec cette touche personnelle. C'est très rare, très 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 rare, qu'on se dise ah tiens, on va faire un jeu, et que l'artiste dise non non non, moi je veux voir la chose dans ma tête, je veux qu'elle apparaisse,
et que ce ne soit pas un mélange ou un canevas de choses qui s'entremêlent. Je pense que l'être humain, il a évolué sur cette base et on nous apprend énormément de choses et puis on recrée des choses avec des bouts d'autres choses qu'on connaît. Donc il ne faut pas hésiter et il ne faut pas avoir peur de dire que la création ou la créativité, c'est peut-être que 20% du produit. Mais ces 20%, c'est déjà quelque chose d'énorme et on est peut-être les seuls on est peut-être les seuls animaux, en tout cas sur cette planète, à réussir à créer ces 20%. Donc c'est déjà pas si mal. Mais moi j'aime bien que les choses soient claires et que ce soit pas quelqu'un ne fait pas un paix mental avec une idée, quoi. C'est très rare ce genre de choses. Ça arrive, généralement quand ça arrive, ça fait des choses marrantes et des choses assez sympas, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Après, vous avez les programmeurs. Alors les programmeurs, tout le monde va se dire oui, ce sont des geeks avec un bide à bière qui mangent des hamburgers et des pizzas. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai en partie, mais ce sont des gens qui... Alors, le code, ça peut paraître très pragmatique. On se dit, ah ben voilà, tu dois coder quelque chose, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a personne qui code de la même façon sur Terre. Personne. C'est-à-dire que oui, vous avez la façon standard de faire quelque chose. Ah ben tiens, tu dois faire sauter ton personnage. Ok, bon, je vais lui faire un déplacement Y de mon asset graphique. Ok, tout le monde, ça, on sait comment ça marche. Mais je vous promets qu'on peut prendre le code de n'importe quel jeu avec un personnage qui saute. C'est jamais écrit de la même façon. Donc le programmeur, en fait, là où il a son côté créatif et artistique, c'est qu'il sait ce qu'il veut atteindre, mais qu'il y a une infinité de manières d'y arriver. Donc lui va devoir créer une manière codée pour y arriver. Donc forcément, on peut se dire, bah tiens, c'est si simple, c'est si pragmatique le code, mais non, c'est pas si simple et si pragmatique. C'est un peu comme quand un artiste fait une image, ces pixels, il y en a une infinité, il y en a des milliards, et chaque image peut être différente, et chaque approche peut être différente. Mais dans le code, c'est pareil. Forcément, il y a des choses, des contraintes qui font que, bah, par exemple, on est limité dans la performance, dans ce que le processeur va pouvoir faire, ou le processus graphique, et donc il y a des méthodes qui sont moins coûteuses, et ces méthodes, souvent, là où il faut trouver un équilibre, c'est que le programmeur, il doit prendre la vision de l'artiste, prendre la vision du game designer, et puis se dire, ah non, c'est pas faisable, et puis on va lui dire, si, c'est faisable, tu vas trouver un moyen, et c'est là que ça devient de l'art, parce qu'ils doivent réussir à faire quelque chose qui est beau, avec très peu de moyens finalement, parce que sinon on arrive avec des jeux qui sont déchets, et au lieu de tourner à 60 images par seconde, ils tournent à 4 images par seconde. Ça arrive souvent dans le processus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme profil? On a plein. On a le produceur qui est le grand méchant avec son bâton qui tape sur tout le monde pour être sûr que tout soit là dans les temps et dans les délais. Donc ça, c'est un petit peu la bête noire dans le jeu vidéo, mais c'est aussi des gens qui sont capables d'arriver avec un processus, et ils vont créer des processus créatifs pour que justement les gens soient bien dans leur travail, puissent fournir un travail de qualité tout en gardant ce côté ouverture. Il y a des boîtes où forcément ça se passe pas très bien, mais clairement je pense que tous les acteurs ont un rôle à jouer dans cette collaboration d'édition et de création. Donc effectivement c'est très rare les jeux qui se font seuls, il y a des gens qui sont multicasquettes et qui arrivent à le faire, mais vous faites pas un GTA 5 tout seul, quoi. Vous faites pas un Fighters Within tout seul, ou alors vous en avez pour 75 ans, enfin, c'est vraiment... je sais pas s'il y en a qui sont conscients des coûts en fait, que ça représente de créer un jeu, mais les jeux Xbox One, je vais peut-être pas prendre l'exemple de Fighters Within parce que je connais pas exactement le budget, mais un jeu d'entrée de gamme, donc pas un blockbuster, sur les nouvelles consoles, ça va coûter apparemment entre 5 et 25 millions d'entrée de gamme pour produire un jeu. Donc si vous comptez qu'une personne coûte en moyenne dans l'industrie 500 € par jour, ça vous fait quand même un nombre d'heures quand même assez conséquent de travail. Donc on est sur des millions d'heures en fait pour créer un jeu vidéo. Donc aller dire que oui, c'est juste du divertissement et c'est juste pour... c'est quand même beaucoup de millions d'heures gâchées. Ce serait quand même dommage de les gâcher. Mais les gens sont demandeurs. Donc si l'être humain est demandeur de jeux vidéo, c'est quand même que d'une manière un peu plus profonde, on a un besoin de se divertir, on a un besoin de changer d'horizon et de voir des choses un peu plus loin que la routine et le train-train quotidien. Donc c'est aussi une réalité. Un jeu de milieu de gamme
Sur les nouvelles consoles, ça va coûter maintenant entre 50 et 100 millions. Et un jeu AAA, à mon avis, et depuis quelques années, c'est le cas avec certains jeux, on va commencer tout doucement à dépasser à chaque fois la barre de 100 millions d'euros d'investissement. Là, on n'est pas en millions d'heures, on est en dizaines de millions d'heures. Donc, pour vous donner une idée du travail que ça représente. Et tu parlais d'équipe, une grosse équipe de jeu, c'est 250 personnes. Une très grosse équipe, comme sur Elle est Noire ou autre, c'est presque 700 personnes qui travaillent ensemble. C'est quelquefois un orchestre philharmonique qui fait la musique. Donc on est quand même sur des métiers assez gros, des équipes de 200 artistes. Vous imaginez le bordel que c'est, 200 personnes qui font des choses. Mais il y en a qui vont passer 6 mois sur la couleur des cheveux d'un personnage. Donc forcément, on est sur des métiers qui sont en train d'évoluer. Je vous rassure, chez nous, c'est pas le cas. Si on passe 6 mois sur la couleur des cheveux d'un personnage, c'est qu'on a eu un très gros budget. Mais c'est pas le but. Donc voilà, en tout cas, moi, mon sentiment au niveau, si on revient sur la question de base, c'est est-ce que le jeu vidéo est un art? Je trouvais ça marrant que ce soit le 10e art, parce que 10 c'est 1 et 0, c'est très binaire comme combinaison. Donc je trouvais ça assez sympa que ce soit vraiment le 10e art. Mais moi, ma réflexion, c'est plutôt, ce sont les hommes et les femmes qui le font, qui sont des artistes. Donc pourquoi est-ce que le produit qui est réalisé par des artistes n'en serait pas un? Si moi je mets une toilette au milieu d'une pièce vide, blanche, avec une trace de freinage par terre, et qu'on dit ouais, c'est super, alors quelqu'un qui passe 1 million d'heures à faire un jeu, je pense que ça pourrait être sympa que ce soit aussi reconnu comme tel. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ils s'en foutent complètement, que ce soit de l'art ou pas. Ce qui les intéresse, c'est de faire vivre des émotions via leur passion, parce que c'est un métier de passionné. C'est un métier de passionné parce que quand on travaille pendant 60 heures sur un bug et qu'on ne le trouve pas, et qu'on se dit je rentre pas chez moi tant que c'est pas trouvé, forcément, je sais pas si vous feriez ça si vous travaillez dans une banque et que vous n'arrivez pas à clôturer, je sais pas moi, l'ouverture de crédit d'un client, quoi. Donc c'est intéressant que ce soit un métier de passionné parce que je pense que l'art naît de passion et qu'on est en plein dedans avec le jeu vidéo, quoi. Merci. Belle phrase de conclusion.